Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous présente en fait aujourd'hui sous forme de vidéo qui va se décliner en deux parties, mes favoris pour le préscolaire et pour le cycle, premier cycle du primaire. Étant donné que c'est une vidéo que vous allez avoir la liberté soit d'avancer, reculer ou encore de l'écouter à votre meilleur moment dans la journée, je me suis permise de mettre juste un petit peu plus de livres que je le fais à l'habitude quand c'est une conférence virtuelle ou présentielle. La liste de livres que je vais vous présenter, vous allez la retrouver sur le blog dans la section catalogue et thématiques. Puis pour chacun des livres, vous allez avoir la thématique, là où les thématiques. Vous allez avoir aussi des pistes d'exploitation pédagogique et aussi à l'occasion du matériel téléchargeable. Donc, ce document-là va être accessible, en fait, l'est déjà. Et ça vous permet d'aller chercher les livres que je vais vous présenter. Donc, vidéo en deux parties. Je vais commencer avec les livres du préscolaire que j'ai apposés en fonction du nouveau programme. Certains livres vers la fin de la vidéo fonctionnent aussi au premier cycle du primaire. Et la deuxième partie va vraiment se consacrer au premier cycle. J'ai ajouté aussi quelques premières lectures. Mais essentiellement, ce sont des albums que j'ai avec moi. C'est sûr que les albums que je vous présente peuvent fonctionner à d'autres niveaux du primaire. Donc, ils vont aller au présco, vice-versa. Ça dépend vraiment des intentions pédagogiques que vous avez. Donc, c'est sûr que je ne suis pas la science infuse, ni ma liste n'est pas non plus exhaustive. Alors, voilà. Donc, je vais commencer tout de suite avec mes favoris au préscolaire. Il y en a certains, j'imagine, que vous connaissez déjà, d'autres peut-être pas. Puis, je me suis permise de glisser aussi des nouveautés ou des livres à paraître prochainement. Alors, je vais commencer. Mon fonctionnement, c'est comme à l'habitude. Je vous raconte l'histoire. Ça se peut que je vous lise aussi certains extraits. Mais je vais vraiment y aller comme de façon très concise pour ne pas que la vidéo dure des heures parce que je me connais, je suis capable de parler très longtemps de livres et ceux qui me connaissent savent aussi que j'en mets toujours beaucoup. Alors, je me lance. Je vais commencer avec un classique. Honnêtement, vous ne pouvez pas passer à côté de cet album-là. C'est Ours Blanc a perdu sa culotte. Donc, c'est le premier livre à culotte au monde aux éditions Albin Michel Jeunesse. Écoutez, cet album-là, je pense qu'il est paru en 2012 ou 2014, si je ne me trompe pas. Et c'est un best-seller. C'est vraiment un succès monstre. D'abord, moi, j'adore la petite culotte avec l'album. Et si vous le travaillez déjà, ça se peut que vous preniez cette culotte-ci pour faire un gabarit et que les élèves, en fait, créent leur propre culotte que vous pouvez accrocher dans la classe. Donc, c'est assez comique comme activité. Ça vous permet aussi de travailler avec les arts. Donc, un album qui permet l'interdisciplinarité. Si vous n'avez jamais travaillé cet album-là aussi, c'est une idée d'activité que vous pouvez faire avec la culotte. C'est vraiment l'album par excellence pour commencer à travailler les prédictions avec les élèves. Donc, ça pourrait être un premier album en septembre, par exemple, ou en octobre, si vous voulez enseigner avec la littérature jeunesse au présco. Alors, le principe de cette histoire-ci, c'est que Ours Blanc, bon, évidemment, a perdu sa culotte et il va avoir le personnage, la petite souris ici, qui va l'aider à retrouver sa culotte. C'est une structure qui est répétitive, alors on peut amener les élèves à vraiment prédire ou encore refaire la structure. Puis, donc, je donne un extrait. Alors, on dit « La voilà ta culotte, Ours Blanc. » Non, je ne crois pas. Moi, je n'ai pas de culotte à rayures. Mais alors, à qui est-elle? Et l'idée, c'est avec les élèves de leur poser des questions, à savoir quel animal pourrait porter cette culotte zébrée. Donc, on active les connaissances antérieures. Et ça nous permet aussi de faire un lien avec la science, si jamais on veut vraiment aller pousser beaucoup plus loin. Et là, on découvre que c'est le zèbre qui porte la culotte rayée. Et il dit, les rayures, moi, j'adore ça et c'est ma culotte, dit le zèbre. On poursuit, alors on voit une culotte de gourmand et on se demande si c'est la culotte de Ours Blanc. Et lui, il dit, moi, les gâteaux, je préfère les manger. Et on dit, mais alors, à qui est-elle? Et elle est au cochon. Alors, on voit différentes formes de petites culottes. On en voit des très, très petites qu'on sait très bien que Ours Blanc ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et à la fin, c'est une fin qui est surprenante. Alors, on peut revenir un peu dans les pages précédentes. Fin que je ne vais pas vous dévoiler parce que je veux que vous ayez cherché. Ours Blanc a perdu sa culotte qui est vraiment un must à avoir dans sa classe. Autre chose je vais juste me replacer. C'est ça un petit peu la vidéo. Je ne suis pas très habile. Alors, je vous montre encore une fois un coup de cœur, assurément possiblement que vous connaissez. Les deux tomes, en fait, de La Chère Pénélope Rex. Alors, on ne mange pas ses camarades de classe. La première histoire qui est parfaite pour les règles de classe ou encore le respect des autres. Je sais que la rentrée est déjà entamée, mais si jamais vous voulez revenir sur les acquis de vivre ensemble au mois d'octobre ou avant ou quand la lune de miel est terminée,
C'est vraiment un très bel album à ajouter. Alors l'histoire, c'est Pénélope, mais déjà avec la couverture, on voit le filet de bave. On comprend que Madame Pénélope mange ses amis. Et j'ai fait une fiche de lecture interactive pour travailler les émotions aussi. Alors, vous pourriez aller la chercher. Je l'ai insérée dans le document sur le blog. Et ça permet aussi de travailler le sentiment de développement d'efficacité personnelle. Donc, tout ce qui a trait à la résilience. Qu'est-ce que je fais si cette situation-là m'arrive que je me sens à la place de Pénélope. Alors, Pénélope, elle est prête à sa rentrée scolaire. Elle a ses 300 sandwichs au thon. Elle a aussi son sac à dos avec des poneys. Donc, elle est vraiment armée pour rentrer en classe. Mais là, ce qui arrive, c'est que dans sa classe, ce sont des enfants. Et les enfants, pauvre Pénélope, ils sont délicieux. Donc, elle va évidemment les manger. Et là, son enseignante est vraiment très, très en colère. Alors, notre chère Pénélope, elle va avoir la difficulté de se faire des amis. En fait, les amis vont avoir peur d'elle, donc elle va revenir très triste à la maison. Et son père va lui demander si elle a croqué ses amis. Elle va lui dire oui, juste un petit peu. Puis ce qu'il lui dit, c'est que les enfants aussi, même s'ils sont bons, on ne peut pas les manger parce que ce ne sont pas des aliments, évidemment. Et Pénélope va essayer très très fort le lendemain, en fait, parce que... c'est ça en fait, elle va vraiment comme essayer d'être hyper gentille avec les gens dans la classe, mais chaque fois, c'est vraiment difficile. Donc, à un moment donné, on va dire que Pénélope a encore mangé les gens. Ça fait quand même vraiment très rire. Ça veut dire qu'elle l'aura fait plusieurs fois dans une journée. Puis, ce qui va arriver finalement, c'est que Pénélope va vivre un peu ce qu'elle a fait vivre aux amis de sa classe, c'est-à-dire qu'elle va se faire manger le doigt par le poisson de la classe. Puis c'est à ce moment-ci qu'elle va changer un peu sa façon d'être. Donc, elle va se rendre compte que se faire croquer, c'est pas agréable. Donc, c'est un peu ne pas faire aux autres ce qu'on veut pas se faire faire. Donc, on est vraiment dans le respect d'autrui. Vous avez aussi la deuxième histoire donc de Pénélope. Celle-ci, Pénélope, la star du rock et ses camarades de classe, c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup pour ce qui est de la semaine de la persévérance scolaire. Si on veut parler aussi des talents ou juste si on veut s'introduire en classe, donc faire un portrait, nos traits de caractère, ce qu'on aime aussi. Puis on peut faire une corde à linge aussi, dessiner de nous en train de réaliser ce qu'on aime, notre talent, notre hobby, etc. Même chose, dans le premier tome, vous avez la corde à linge de dinosaures. Donc, pour celui-ci, vous pourriez faire une séquence complète sur les dinosaures en mettant l'univers social, aussi les mathématiques. Notamment, j'avais une amie qui avait fait une grande trace de dinosaures dans sa classe au présco. Puis là, les amis devaient entrer dans la patte puis essayer d'estimer combien d'amis pouvaient rentrer dans cette patte-là. Donc, il y a quand même possibilité d'élargir avec l'histoire de Pénélope. Puis vous pourriez aussi lire le premier tome, lire la deuxième histoire et voir est-ce qu'il y a une évolution psychologique chez Pénélope, comment sont les liens qu'elle entretient avec les autres, comment ils se sont développés, etc. Je vous montre ici ma maison. Je suis toujours aux éditions Albin Michel Jeunesse. Celui-ci, si vous connaissez, il y a beaucoup d'histoires qui mettent en scène Archibald. Je vais vous montrer dans la vidéo du premier cycle l'album Mon Amour. Celui-ci, ma maison, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet de travailler aussi l'univers social, donc son environnement, se promener dans son quartier, parler de son quartier, le dessiner, le raconter. Archibald, en fait, ce qu'il présente toutes les maisons de son quartier. Puis ce que j'aime aussi, c'est que les illustrations viennent vraiment en soutien au texte. Donc, on dit au début que sa maison, c'était celle-ci. Donc, on a besoin de l'image pour comprendre ce qui est écrit. Donc, il dit « Ma première maison, je m'en souviens pas très bien, mais je sais qu'elle était vraiment pas très grande. Et la seconde était immense. » Donc, c'est vraiment un album avec une lecture interactive. Vous pouvez demander aux élèves leur interprétation de ce qu'il en est, leur compréhension. Puis, Archibald dit aussi que parfois, sa maison est très calme. Parfois, elle est très en colère. Donc, on a aussi un petit côté émotion. Puis, le cœur du récit, c'est que Archibald va se promener de maison en maison dans son quartier. Donc, on va voir des maisons qui sont très différentes. Puis, ça permet aussi de s'ouvrir à la diversité
dans un quartier. C'est pas parce que ton ami a une maison comme ça et toi de cette façon-ci que c'est mieux ou c'est moins bon. Vous pourriez aussi aller dans du dessin, dessiner, ça serait quoi par exemple ta maison de rêve, c'est quoi ton endroit préféré dans ton quartier, etc. Donc c'est vraiment le côté interdisciplinarité qui est venu me chercher avec cet album-ci. Toujours un peu d'interdisciplinarité pour ce qui est de l'éducation à la sexualité, entre autres, puis on peut aller chercher un côté pour les sciences. C'est l'album Je suis un arbre, toujours chez Albin Michel Jeunesse. Celui-ci, c'est qu'on célèbre vraiment la nature, la naissance, puis comment on est relié un peu aussi à la naissance, je veux dire relié à l'environnement, aux arbres. Puis c'est une histoire un peu parallèle de comparaison. Donc, on a aussi, on peut jouer avec le livre, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir des pages avec des trous de pochoir. Et là, quand on tourne, on va mettre l'accent sur un élément de l'illustration. Par exemple, on dit je suis une graine. Moi aussi. Donc, c'est une structure répétitive aussi. Puis, on va voir les spermatozoïdes qui vont dans l'ovule et ensuite le début de l'enfant. Et on dit « Je grossis et je grandis. Moi aussi. » Donc, j'ai vraiment ma comparaison en simultané entre la graine qui va devenir un arbre et le bébé, le fœtus qui va devenir un enfant. Donc, je commence à devenir ce que je suis. Moi aussi. J'ai de belles et grandes racines. Moi aussi. Ce qui pourrait être intéressant ici, c'est de réaliser son arbre généalogique en classe. Ça aussi, vous pouvez le faire avec les élèves. Il est temps que je vois la couleur du jour. Moi aussi. Je suis un beau cadeau de la vie. Donc, j'ai la face du petit enfant ici. Moi aussi. Et là, ce sont les abeilles. Alors, on peut aussi aller avec l'importance des abeilles dans notre environnement, écosystème et tout ça. Donc, c'est vraiment une super belle histoire. On voit finalement l'enfant grandir, on voit l'arbre aussi grandir. Et à la fin, on termine avec « Je suis un enfant de la Terre ». Donc, ça pourrait être une question ouverte à poser aux élèves, comme qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de la Terre? Qu'est-ce que ça leur inspire comme phrase? Donc, on peut aussi dans le ECR. Et j'aime beaucoup avec à la fin, moi aussi, ce sont tous des enfants qui disent moi aussi, mais dans des langues différentes. Donc, ça serait intéressant d'aller explorer dans quel endroit ces enfants-là viennent. Donc, on a un peu vraiment une inclusivité également. On a une diversité aussi à la fin. Donc, c'est un super bel album qui permet beaucoup d'interdisciplinarité, qui a été un gros coup de cœur pour moi, en tout cas, dès que je l'ai vu. Et les enseignants que je rencontre aussi l'aiment énormément. Donc, je suis un arbre. Je passe chez un autre éditeur, donc petit clin d'œil aux éditions Fonfon. Celui-ci dans la collection Histoire de rire. Donc ça, c'est ça que j'adore parce que j'adore les livres qui font rire. J'adore les procédés humoristiques, les procédés linguistiques qui sont utilisés pour que les textes soient drôles et punchés. Et celui-là ici, c'est vraiment comme le seul album, je dirais, qui s'adresse un petit peu plus aux tout petits. Donc, ça peut, sinon au premier cycle, si c'est par exemple la première fois que vous enseignez la littérature jeunesse en première année, puis que vous voulez vraiment faire comme un peu des bases d'analyse comme le survol de texte et tout ça. Alors ici, si on regarde, mon chat ressemble à mon papa. Quand on regarde de près, la facture visuelle ressemble un petit peu comme à des éléments collés. Donc, vous pourriez utiliser cette technique-là pour les arts plastiques. Et moi, je l'adore pour travailler les ressemblances et les différences. Puis, emmener les élèves peut-être à faire un portrait d'eux pour donner ça les ressemblances, les différences qu'ils ont avec un membre de leur famille ou un membre d'un adulte, un animal ou autre qui font partie de leur écosystème familial. J'aime aussi le fait que ce soit des phrases courtes. Donc, si jamais vous voulez aussi, en première année, par exemple, introduire des phrases de base, c'est possible aussi pour travailler la grammaire. Alors, un petit extrait. Donc, mon chat ressemble à mon papa. Ils aiment tous les deux le lait et les sardines. Mon chat adore se faire gratter le bedon. Pareil pour mon papa. Mon chat et mon papa commencent toujours leur journée par une séance d'étirement. Ça, vous pourriez la reproduire aussi, les petits étirements de yoga. Puis, ils font la sieste en après-midi. Mon chat a peur des hauteurs. Mon papa aussi. Papa chante très bien. Mon chat pense qu'il chante très bien. Maman ramasse trop souvent derrière mon papa. Et derrière aussi mon chat.
aucun des deux ne sait comment remplacer le rouleau de papier de toilette. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est drôle? Les situations quotidiennes, les mots qui sont utilisés, les illustrations. Donc, ce sont tous des procédés que vous pouvez relever avec les élèves. Alors là, je vais vous montrer parce qu'il y a une fin surprenante. Alors, on dit, ouais, mon chat ressemble à mon papa. Et moi, je ressemble à ma maman. Nous sommes tous les deux très bien coiffés. Nous avons les yeux de la même couleur et nous adorons danser. Alors ici, mon narrateur, ce n'est pas un enfant, mais bien l'oiseau juste ici. Et on peut revenir dans les pages précédentes pour remarquer que l'oiseau se retrouve à plusieurs endroits. Donc, ça montre un texte modèle aussi. On a un narrateur qui est surprenant. On a une fin qui est surprenante. Donc, on a un schéma du récit qui est différent. Et ça peut aussi inspirer les élèves, je parle peut-être au premier cycle, pour écrire et de penser à un narrateur qui serait différent d'eux-mêmes. Puis, ça vous montre aussi une diversité familiale. Donc, ça peut être comparé, si on a une tante ou un oncle ou autre qui n'ont pas d'enfants, mais eux, ça reste une famille, ils se proclament famille. Puis, à la fin, comme à l'habitude chez Fanfan, vous avez des activités, des idées pédagogiques à la toute fin. Par exemple, en art plastique, de refaire à la manière de l'illustratrice ou encore de si tu es un animal de compagnie. Donc, on peut télécharger la fiche technique sur le site de Fanfan. Et sinon, on peut s'inventer aussi un animal. Donc, on pourrait aller faire une séquence aussi en sciences, donc l'univers des vivants, donc de se créer un animal, puis partir dans un projet vraiment génial. Aux éditions Crackboom, j'ai 3 albums à vous présenter, un à la suite de l'autre. En fait, je vais vous en présenter 5, dont un qui est un documentaire. Donc, le premier, c'est la musique d'Édouard. Celui-là ici, comme vous voyez, j'ai mis beaucoup de papillons adhésifs parce que je le trouve vraiment très chouette, d'une part en lecture interactive. Il y a certains mots de vocabulaire riches aussi que vous pourriez introduire aux élèves. On commence l'histoire avec le « Il était une fois », donc on a une espèce de structure liée au conte, mais c'en est pas un. C'est un album aussi qui touche à la musique, ce qui n'arrive pas toujours, donc vous pourriez faire une lecture et impliquer l'enseignant ou l'enseignante de musique. On a un savais-tu à la fin avec les instruments qui sont présents dans l'album. Donc, vous pourriez les regarder avant, les identifier dans l'album. Vous pourriez les écouter aussi avec les élèves, essayer de les associer. Donc, un jeu que vous pourriez faire à la toute fin ou au début, ça serait vraiment pour vous. Et ce que j'aime de la musique d'Édouard, c'est surtout l'attitude d'Édouard. Donc, on dit qu'il était une fois dans une grande forêt, dans une grande et mystérieuse forêt qu'on appelle la jungle, un éléphant et tous ses amis animaux qui avaient une passion en commun, et c'est la musique. Donc, ce seront de vrais mélomanes. Donc, ça fait partie des mots de vocabulaire que vous pourriez introduire avant la lecture. Et tout le monde joue un instrument de musique. Alors, on pourrait croire qu'Édouard, lui, c'est sa trompe, mais ça fonctionne pas. Alors, ça fait toujours des bruits vraiment stridents et désagréables. Puis, on le voit par l'illustration parce que le son est comme bariolé de crayon. Alors, Édouard essaie plusieurs instruments de musique et ça ne fonctionne jamais. Alors, ces illustrations-là ici, vous pourriez ajouter des phrases en dessous ou demander aux élèves d'exprimer ce qui se passe en communication. Et à un certain moment donné, en fait, Édouard participe toujours aux répétitions de ses amis et à un moment donné, il va être en retard. Alors, il part en courant et en courant, on entend des sons comme on a des onomatopées ici, donc tam, 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 tam. Puis, le tam, tam qu'on entend fonctionne très bien avec la musique que ses amis sont en train de jouer. Puis, finalement, notre cher Édouard va devenir plutôt un percussionniste. Alors, il va jouer du tambour. Du tam, tam, pardon. Donc, ce que j'aime de son attitude, en fait, à Édouard, c'est que malgré le fait qu'il ne trouvait pas d'instruments, malgré le fait qu'il ne pouvait pas jouer avec ses amis, il était toujours présent aux répétitions. Il voulait aussi être présent au concert, donc il ne s'est pas laissé abattre. Il a vraiment une attitude très positive, toujours été bienveillant vers ses amis aussi. Puis, je pense que c'est des belles valeurs, en fait, à montrer aux élèves du présco ou encore du premier cycle, c'est de montrer, ou les plus grands aussi, de montrer que c'est pas parce que ça ne fonctionne pas qu'on doit se priver d'être avec nos amis ou encore de s'isoler. Donc, il y a un côté aussi vivre ensemble que j'aime bien dans la musique d'Édouard. Le mystère de Pouleville, gros coup de cœur, je le présente toujours, donc j'adore et plusieurs adorent aussi les livres d'enquête.
Et celui-ci, bien qu'il est un petit peu plus dense pour les plus jeunes, sa plus grande pertinence, c'est que le dénouement de la situation finale, en fait, le dénouement, ce que je veux dire, c'est qu'à la situation finale, on comprend qui est responsable des crimes par les illustrations et non par le texte. Donc, ça permet d'aiguiller un petit peu le regard, puis de montrer l'importance des illustrations dans les albums. Donc ici, c'est vraiment grâce à elle qu'on sait ce qui s'est passé. Donc ça, on n'observe pas, on ne le sait pas. Rapidement, en fait, ça se déroule à Pouleville où tout le monde a des poules avec eux. Et en fait, c'est que tout le monde a une poule, puis les poules sont vraiment mises sur un piédestal. Et on a un tableau de poules, moi, qui me fait mourir de rire. Donc, il y a vraiment des jeux de mots avec chacune des poules. Et vous pourriez, avec les élèves, vous créer une poule ou prendre une poule, puis là, la dessiner dans un autre contexte, ou encore la décrire oralement, c'est quoi son plus grand talent, ce qu'elle fait, etc., à partir de son nom. On a, entre autres, Fifi Brin de Poule, c'est quand même assez drôle, Poulette Mouillée qui fait de la natation. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une poule qui disparaît, puis quand on regarde les illustrations, on voit des traces de pattes. Donc, c'est comme un premier indice à savoir ce qui aurait bien pu se passer dans cette maison-ci. La nuit suivante, il y a encore une poule qui disparaît, puis là, quand on regarde les illustrations, on voit que c'est comme si c'était déchiré par des griffes. Et là, on peut se dire, ben voyons, c'est sûr que c'est un animal qui a enlevé les poules, pourquoi on continue de regarder l'histoire? Les gens vont commencer à être vraiment très en colère parce que on est à Pouleville, donc les poules sont très importantes. Et chaque année, il y a une poule qui gagne la plume d'or. Puis là, il y a des poules qui disparaissent, alors on est vraiment en colère. On a la sorcière du village qui est vraiment très, très gentille, Madame Courteplume, donc une sage sorcière, elle ne sera pas mise au bûcher, je vous le garantis. Elle va ensorceler sa poule, donc quand le malfrat va toucher sa poule, elle va devenir blanche. Donc elle se dit c'est la meilleure façon pour moi de trouver le coupable, parce que le coupable, dès qu'il va la toucher, je me suis trompée, le coupable va devenir blanc, donc la poule est devenue blanche. Puis, un soir, on a notre méchant qui veut s'attaquer à la poule ensorcelée. Et là, on comprend, on se dit, ben là, c'est un renard qui kidnappe les poules, c'est sûr que c'est lui. Sauf qu'en chemin, donc là, j'ai mon renard qui va se transformer en renard blanc. Et là, la poule, très courageuse, va le suivre. Il va trouver toutes les poules kidnappées dans une espèce de poulailler. Puis il va se dire, mais comment ça le renard ne les a pas mangées, sachant que c'est son repas préféré? Et on se laisse sur la toute fin. Donc on dit que le mystère sera probablement résolu quand les poules auront des dents. Et on voit ceci. Donc c'est plutôt une poule qui se prenait pour un renard, qui kidnappait ses consoeurs pour gagner la plume d'or. Mais la poule qui va gagner la plume d'or, c'est notre poule courageuse ensorcelée qui va avoir retrouvé ses amis qui avaient été enlevés. Donc, comme je te mentionnais, c'est vraiment l'illustration qui explique, qui résout l'enquête plutôt que le texte. Nouveauté, alors voyage de nuit à la Bibli. Celui-là ici, c'est la deuxième histoire de comment attraper son ours, attraper un ours qui aime lire. Je l'aime particulièrement en fait parce qu'on parle de livres. Donc, les textes qui parlent de livres, de lecture, on voit aussi un peu le rôle de bibliothécaire. Moi, d'emblée, j'adore ça. Je vois pas nécessairement de piste d'exploitation en tant que telle, si ne serait-ce que le schéma du récit, la structure qui est vraiment très comme classique. On a aussi, en fait, c'est une visite à la bibliothèque, donc vous pourriez en faire une avec vos élèves aussi, accompagner, présenter le bibliothécaire, c'est quoi son travail. Ce sont de belles illustrations aussi, on a des phrases assez simples qu'on pourrait exploiter en grammaire. Donc en fait, c'est Julia qui part avec l'ours qui aime lire et ses amis, puis ils vont aller à la bibliothèque parce que Julia n'a plus de livres pour la lecture, puis elle en a besoin pour que ses amis s'endorment. Puis quand on va à la bibliothèque, en fait, on voit la bibliothécaire, puis elle va leur suggérer différents livres et il va trouver le livre que Julia cherche. En fait, ses amis, ils veulent avoir une aventure en mer avec un sauvetage héroïque, une histoire qui se passe la nuit, des personnes qui sont des personnages très courageux. Puis la bibliothécaire va trouver le livre, comme je mentionnais. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de dialogues, donc si jamais vous voulez montrer un texte modèle avec les phrases incises avec les élèves plus grands, ça pourrait
Ça pourrait être un texte modèle, même si c'est une histoire un petit peu pour plus jeunes. Puis, finalement, Julia va pouvoir lire l'histoire à ses amis qui vont s'endormir. Et vous pourriez demander aux élèves, toi, quel livre aurais-tu aimé trouver dans la bibliothèque de l'histoire? Ce serait quoi tes critères? Qu'est-ce que tu cherches? On pourrait relier aussi au profil de lecteur. C'est sûr que l'on est un peu moins au préscolaire. Mais vous pouvez demander aux élèves aussi peut-être juste de dessiner la première de couverture qu'ils aimeraient retrouver dans la boîte de livres. Donc, Voyage de nuit à la Bibli, un livre qui parle de livres. Moi, je suis comblée à chaque fois. Je suis toujours aux éditions Crackboom, mais il m'en reste deux à vous présenter de cet éditeur-ci. Donc, une nouveauté, toutes les familles de mon village, c'est vraiment sur la diversité familiale. On vous montre dans le village d'Aria qu'il y a 9 maisons et chacune des maisons a un univers différent. Donc, on va faire le portrait de cette maison-là. Puis, ce que j'aime beaucoup, ce sont les activités à la toute fin qui sont proposées. Donc, c'est vraiment dresser ton portrait de la famille. Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes, qui sont ressemblantes dans ces histoires-là par rapport à ta famille? Donc, on est vraiment beaucoup sur la description de soi. Ensuite de ça, on a des pistes de discussion à savoir qu'est-ce qui fait une famille pour toi. Donc, on peut mélanger ECR. On voit dans l'histoire qu'il y a aussi une directive un peu qui peut nous aider à placer les maisons. Donc, tel personnage serait dans telle maison, etc. Donc, je pense que ça va être une belle activité à faire après la lecture. Et Aria, donc, présente elle dans sa maison, elle vit avec ses 2 mamans. On a aussi un voisin qui a 4 enfants. Donc, c'est un papa monoparental. On a aussi le papa transgenre. Donc, il y a vraiment plusieurs choses. Puis, c'est bien introduit. Donc, j'ai pas senti qu'on devait absolument avoir une liste à cocher des différentes familles. C'est doux, c'est bienveillant, c'est accueillant. C'est vraiment une très belle histoire, honnêtement. Puis, à mettre dans un... Quand on dit réseau sur la diversité, c'est plutôt d'insérer ces livres-là au quotidien. Et je pense qu'en début d'année, ça pourrait vraiment être très chouette pour amener les élèves à présenter leur famille ou plus tard, c'est vraiment à votre contenance. Le dernier aux éditions Crackboom, c'est un documentaire animalier. Celui-là ici qui est drôle et étonnant, animaux. Vous pourriez l'utiliser aussi au premier cycle du primaire, ça dépend un peu de l'angle que vous voulez avoir. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup de celui-là, c'est qu'on va avoir d'abord le sommaire. Donc, je peux choisir les aspects qui m'intéressent pour ma lecture. On va ensuite poser des questions aux jeunes. Donc, à qui appartient cette langue? Là, j'ai la langue, puis j'ai l'animal ici. Donc, avec les plus grands, ou sinon, vous pourrez juste leur montrer ça ici pour qu'ils puissent nommer les animaux, puis leur proposer une banque d'animaux ou non, et de les repérer par la suite. Donc, il y aurait poser les questions, activer les connaissances, émettre des hypothèses et confirmer avec les illustrations de l'album. Et après ça, on a des petits éléments informatifs sur chacun des aspects qui peuvent être une idée principale d'un texte ou ça peut seulement être une petite capsule informative. Donc, vous pouvez vous dire, par exemple, moi, je fais un réseau littéraire sur les animaux. Donc, chaque jour, je lis une information en lien avec un des aspects. Donc, c'est un album que j'aime vraiment beaucoup pour introduire le texte informatif auprès des plus jeunes. Par la suite, je poursuis avec l'album donné aux éditions de La Bagnole dans la collection La vie devant toi. Alors, c'est un album qui est paru il y a peut-être 2 ans, si je ne me trompe pas, qui est vraiment parfait pour parler de donner, partager et pardonner. Donc, toutes des belles valeurs qui sont assez abstraites, des actions aussi qui peuvent être abstraites, qui sont vraiment très importantes dans le bien-être de vivre ensemble. Donc, je pense que dans une séquence de CR aussi, ça pourrait vraiment être très chouette. C'est écrit par André Poulain, donc sinon vous pouvez faire un réseau littéraire sur elle. Donc on vous dit toujours aux éditions de La Bagnole, vous avez souvent une espèce de citation, une dédicace qui est introduite par les créateurs ou les créatrices, souvent les auteurs ou les autrices. Ça peut être aussi une façon une des stratégies de survol de texte pour bien comprendre ce qui va se passer dans le récit. Ça montre aussi parfois pourquoi l'autrice ou l'auteur a écrit ce texte-là. Donc, ça montre aussi des procédés. C'est vraiment intéressant de s'y pencher. Donc, on dit ici, donner, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi donner? À qui et comment?
Il n'est jamais trop tôt pour apprendre à donner. Si plus de gens donnaient, il y aurait moins de larmes et moins de drames, moins de colère et moins de misère. La recette du bonheur n'a jamais été aussi simple, donner. Qu'est-ce qui fait plaisir, qui fait sourire, qui fait pleurer aussi, mais pleurer de joie? Allez, je te donne un indice. Tu as deviné? Ce qui fait plaisir et fait sourire, c'est un geste formidable, fantastique, fabuleux, c'est donner. Donner, c'est parfois facile. Donner, c'est parfois difficile. Donner, ça permet de ressembler au Père Noël ou à la Fée des Dents. Puis, on a des situations dans l'album où on dit que les petits peuvent donner aux grands sans que ce soit comme hyper gros. On montre aussi que parfois donner, ça fait plaisir. Parfois, ça fait pas plaisir non plus. Ça peut être lié à un sentiment désagréable. On demande aux élèves dans quelle situation tu as eu à donner quelque chose que ça te fait plaisir. Dans quelle situation tu as donné quelque chose, ça t'a pas fait plaisir non plus. Est-ce que c'était des jouets que tu prenais plus puis finalement tu avais un attachement? Comment aussi on peut partager? Partager en ayant le sourire, c'est beaucoup plus agréable que partager en chialant. Donc, c'est vraiment toutes des choses super chouettes à montrer aux jeunes du préscolaire, à mon avis. Pour ce qui est du bien-être, comme de l'hygiène et tout ça, je vais vous montrer la doudou qui avait attrapé des poux, qui me fait quand même bien rire. Puis je trouve que ça dédramatise un peu le calvaire des poux, à mon avis. La doudou aussi. Regardez, il y a un petit pou dans le poil de la doudou. La doudou, il y en a déjà plusieurs, donc vous pouvez vraiment faire comme une espèce de séquence sur le personnage, donc travailler ses traits de caractère, ses traits physiques, sa relation avec les autres. Et on commence, en fait, la doudou se gratte toujours. Puis, on se questionne à savoir, est-ce que c'est des vilains maringouins? Aurait-il piqué la pauvre doudou? Serait-elle allergique aux choux de Bruxelles que papa aime t'en servir? À moins que ce soit un effet de la sauce à spaghetti ultra piquante de Mamilou. Ou peut-être qu'elle est juste due pour un petit tour à la laveuse. De là, finalement, quand on regarde de près, on trouve des poux qui s'amusent dans les poils de la doudou. Et moi, j'avais envie comme activité, en fait, de vous proposer d'ajouter un petit pou. Quel petit pou pourrait être de plus dans la doudou? Quelle activité il ferait? Ou encore, on peut demander aux élèves de décrire ce qu'ils voient dans les actions, dans cette fête de petits poux. Et finalement, Jeanne et la doudou vont faire vraiment comme ce qu'il faut pour enlever les poux. Donc, on voit la méthode, un peu le comment faire. Et à la toute fin, la doudou va être très heureuse. Donc, c'est un peu comme de s'amuser avec cette situation-là. Peut-être si certains en ont peur, de montrer que ce n'est pas une fatalité, mais qu'il y a une façon de traiter les poux. Puis de s'amuser un petit peu avec le personnage de la doudou. Et avec la doudou aussi, on a la nouveauté qui est la doudou qui avait une affreuse envie de bonbons qui vient tout juste de paraître en librairie. Puis gros coup de cœur parce que oui, c'est à part de l'Halloween, sauf qu'on peut le mettre un peu partout tout le temps, parler de l'alimentation aussi au mois de mars. Donc on n'a pas besoin d'avoir besoin de la fête du 31 octobre pour parler de la doudou qui avait une affreuse envie des bonbons. Puis j'adore ces petits yeux complètement fous et amoureux des bonbons. Il m'en reste 3, toujours aux éditions de la Bagnole. Donc, je vous montre Gloria sort du moule, qui est un album sur la diversité corporelle. Ce que j'aime bien de celui-ci, vous pourriez, presque au premier cycle, vous avez par chapitre. Donc, ça permet de faire une lecture feuilleton avec les élèves, une espèce de première lecture feuilleton. Ce que j'aime beaucoup de Gloria, c'est qu'elle va se présenter beaucoup ses traits de caractère. Donc, elle va dire ce qui lui fait rire. Donc, les batailles de l'oreiller, une bonne blague, inventer une chanson, jouer un tour à son père, les grimaces. Elle va dire aussi ce qui la fait sourire. Donc, mettre une robe verte avec des lignes, manger une soupe aux pois, aider un ami. Alors ça, vous pouvez demander aux élèves, qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Ensuite, elle aime la danse, puis elle dit, toi, aimes-tu danser? Donc, elle va danser, elle interprète aussi le lecteur, ce qui est un procédé vraiment chouette pour justement aller chercher nos lecteurs ou nos lectrices. Elle dit ensuite ce qu'elle aime le moins, donc ce que j'aime moins. J'aime aussi le dire j'aime moins que je n'aime pas. C'est un peu plus positif comme façon d'amener le sujet, donc de le faire aussi le même exercice avec les élèves. Et dans le chapitre 2, on arrive avec Rodrigue, un garçon avec des sourcils noirs en forme de serpent qui monte une colline, qui lui a dit qu'elle est grosse et tout le monde a ri.
Puis elle se dit, je me demande encore pourquoi c'était drôle. J'ai le même corps qu'hier ou avant-hier. Pourquoi aujourd'hui je suis grosse? C'est mal d'être grosse et je ne le savais pas. Raoul est grand et je ne crois pas que c'est drôle. Mimosa est blonde et je crois pas que c'est drôle non plus. Carlito est musclé, je crois pas que c'est drôle. Joséphine a un nez fin, je crois pas que c'est drôle. Donc elle a demandé à sa mère, maman, est-ce que je suis grosse? Ma mère cherche un peu ses mots avant de dire, mon petit chat, tu es une belle jeune fille enveloppée. Enveloppée de quoi? De plus de Gloria, c'est tout mon lapin. Et c'est mal d'être enveloppée de plus de moi? Non, mais c'est un mystère pour certaines personnes. Quoi? Je suis un mystère? J'adore les mystères. Comme je suis un peu détective et très curieuse, je vais sans doute trouver la clé de cette grosse énigme. Donc, on a aussi le sentiment d'efficacité personnelle, donc de développer la résilience chez les élèves si jamais cette situation-là, malheureusement, leur arrive, ou encore c'est de voir une amie placée dans cette situation-là, ça va permettre de les outiller afin d'aider cette amie-là. Puis finalement, Gloria, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va voir Églantine et elle va lui expliquer le grand livre des êtres humains, que chacun a son moule, donc d'où cette diversité. Puis quand Gloria va expliquer cette découverte à Rodrigue, il va lui demander s'il y a un moule d'un garçon avec un sourcil en forme de colline. Et donc ça va bien se terminer à la toute fin. Puis les pages de garde aussi montrent des personnages de diversité. Donc ça peut être intéressant de les prendre pour créer soit une fiche ou un petit 5 à 7 d'écriture avec ces personnages-là. Ou sinon seulement une belle lecture pour s'ouvrir aux autres, une sensibilité également. Puis aussi tout ce qui est par rapport au bien-être, de voir ton corps, comment il te permet de manger, de bouger. On peut vraiment faire un petit pas aussi avec les séances par rapport à ça. Et mes deux derniers, donc le prochain, est-ce que Clovis est un papillon? Celui-là ici, encore une fois, aux éditions de la Bagnole, dans la collection La vie devant toi. Je suis encore avec Guylaine Gay, par exemple, j'ai pas pensé à l'autrice. C'est le dernier, en fait, vous aviez Clovis est toujours tout nu et Clovis a peur des nuages. Ce que j'ai aimé de celui-là ici, c'est oui, les phrases interrogatives, mais c'est qu'on pose des questions sur une différence, puis je me demande si on peut toujours questionner la différence de façon bienveillante. Est-ce que les questions posées par le personnage sont mal ou sont bien? Et on parle aussi de déménagement, donc un événement universel qui peut arriver à n'importe qui. Clovis, c'est un petit garçon qui est TSA, donc on va le voir dans sa façon d'être. Vous pourriez aussi lire les 3 albums, puis faire une séquence autour de Clovis pour voir c'est quoi justement ses traits, qu'est-ce qui le différencie, comment il évolue peut-être ou non d'un album à l'autre, qu'est-ce qu'on apprend sur Clovis également. Dans ce cas-ci, en fait, Clovis va faire du flapping quand il est heureux, mais les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Puis ils vont se promener dans le quartier, donc ils vont visiter le nouveau quartier. Et les gens se posent des questions. On dit, est-ce que Clovis va s'envoler? Est-ce que Clovis a une crampe aux mains? Est-ce que Clovis a envie de péter? Les gens regardent Clovis et se posent des questions. Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il a mal? Donc, ces questions-ci, est-ce qu'on peut les poser? Est-ce que c'est correct de les poser? Parce qu'on veut s'informer sur Clovis sans nécessairement qu'il y ait une pointe de jugement? Donc, c'est cet angle-là qui m'intéressait. Et à la fin, on apprend que c'est seulement parce qu'il est heureux et qu'il ne peut pas parler, il ne peut pas le verbaliser que seulement de cette façon-ci. Donc, c'est un beau portrait, une belle histoire également sur la différence et sur l'affirmation de soi et l'inclusivité. Puis, je termine cette première partie de vidéo avec les ballons d'eau, qui est une histoire hyper sensible. Celui-là ici, je l'ai mise dans cette vidéo aussi, mais vous pourriez l'utiliser dans différents cycles du primaire. C'est pas une histoire comme avec un début ou une fin, c'est vraiment plus de dresser un portrait d'un personnage hypersensible, de montrer aussi ses émotions comme des ballons, puis à la fin que son hypersensibilité est vraiment une force chez elle. Alors, c'est toujours aux éditions de la Bagnole, dans la même collection que le livre précédent. Comme je mentionnais, on a ici un petit mot dédicace de l'autrice que vous pouvez lire avec les élèves. Et je vais vous lire un petit extrait étant donné qui est nouveau et que je l'aime vraiment beaucoup. Allô, je m'appelle Charlie. Dans ma tête et dans mon cœur, il y a plein d'émotions qui se disputent pour prendre le plus de place possible. Du doute, de l'excitation, de la peur, de la joie, de la tristesse et de la colère. Ces émotions-là aussi, pour montrer aux élèves que parfois elles sont positives, parfois elles sont négatives. Il y en a bien trop. Comment peuvent-elles se faire toute une place? J'ai imaginé mes émotions comme des ballons. Les émotions,
ça se ressemble, les émotions et les ballons, ça se ressemble vraiment beaucoup. Certaines émotions sont légères et s'envolent dans les airs, tandis que d'autres sont beaucoup plus pesantes et restent à terre comme des ballons remplis d'eau. Mes ballons n'en font qu'à leur tête. Certains jours, ils deviennent si gros que je me retrouve trouvée écrasée au milieu, sans que je sache vraiment quoi faire. À l'aide! Et quand il y a trop de bruit autour de moi ou que trop de pensées se bousculent dans ma tête, mes ballons se mettent à éclater tous en même temps comme un feu d'artifice. Et là, Charlie va nous présenter ses différents ballons. Donc, elle a son ballon anxiété. Elle a son ballon colère. Elle a aussi son ballon peur. Son ballon empathie. Je pense que c'est mon préféré. Son ballon empathie surgit dès que je vois un ami avoir de la peine. C'est comme si mon cœur était écrasé par un éléphant. On dirait que je ressens la même peine que mon ami et je m'empresse d'aller le consoler. Et on a aussi son ballon joie. Donc, quand je mentionnais à la fin, ça va être plutôt vu comme une force, son hypersensibilité, qu'un défaut. C'est vraiment un très bel album à mettre dans votre salle de classe pour parler de l'affirmation de soi, les émotions, mieux comprendre la réalité des autres. Puis, vous pouvez aussi l'insérer comme diversité fonctionnelle également. Alors, c'est ce qui va conclure la première partie de la vidéo. Donc, tout ce qui a trait au présco avec certains livres qui allaient pour le premier cycle du primaire. Et la seconde va vraiment être axée sur le premier cycle. Alors, vous allez pouvoir vous promener dans l'une et l'autre ou écouter les deux. Alors, ça ne sera pas très long. Je vais passer à la prochaine partie. Puis, pour ceux et celles qui ne l'écouteront pas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite une année scolaire en or. Et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez avoir plus de suggestions de lecture. Ça va me faire plaisir de vous guider.